Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de Conversation constructive. Pour cet épisode, on a le plaisir d'accueillir Éric Duc. Il travaille à l'État du Valais et a la charge de la section planification et gestion des infrastructures. Pendant cette conversation, on va parler de l'organisation et des transformations du service de la mobilité à l'État du Valais, des défis actuels et futurs de la mobilité et de l'aménagement du territoire en lien avec le concept de mobilité cantonale à l'horizon 2040, et on abordera également le rôle des infrastructures cantonales, le maintien de ce patrimoine et le développement des infrastructures adaptées à l'évolution de notre société. On vous souhaite déjà une bonne écoute. Donc bonjour Éric. Salut Sven. Merci d'être venu nous rencontrer ici à Lausanne pour le podcast Conversation constructive. Avec plaisir. Et puis, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire qui tu es, puis qu'est-ce que tu penses que nos auditeurs ils vont retenir de cette conversation avec nous? Alors oui, volontiers, je m'appelle Éric Duc, donc je suis ingénieur civil de formation. Je suis aussi titulaire d'une licence en économie et management de l'Université de Grenoble. Qu'est-ce qu'ils vont retenir? C'est peut-être finalement mieux connaître ce que fait une administration cantonale, puis en particulier dans le domaine de la mobilité. Ok, merci. Justement, toi, tu es à l'État du Valais. Est-ce que tu peux nous dire un peu, tu es en charge de la section planification et gestion des infrastructures. Tu peux nous dire ce que vous faites, puis finalement, quel est votre rôle au sein de ton service? Oui, volontiers. Donc, notre section infrastructure, c'est à peu près une vingtaine de collaborateurs, collaboratrices. On se répartit dans 4 grandes thématiques. La première thématique, c'est les projets routiers, les projets d'infrastructure de mobilité, y compris la mobilité douce. Donc, depuis les premières idées jusqu'à la mise à l'enquête publique, respectivement à l'obtention de l'autorisation par le Conseil d'État pour construire le projet. Ensuite, on transfère le bébé, comme on dit, à nos collègues des arrondissements qui, eux, sont en charge de construire. Ça, c'est la première thématique. La deuxième thématique, c'est toute la gestion du patrimoine des ouvrages d'art. On a à peu près 2400 ponts, tunnels, galeries qu'il faut ausculter régulièrement. On fait ça sur 5 ans à peu près. On arrive à ausculter la totalité du parc des ouvrages d'art. Et ensuite, lancer des concepts d'intervention là où nos ouvrages d'art sont en souffrance ou qui ne répondent plus finalement aux standards actuels. La troisième thématique, c'est toute la partie finalement, on appelle ça géoroute, c'est tout ce qui est données qui sont récoltées, les comptages aussi, toute la partie matérialisation du réseau et sur le terrain et du point de vue digital. C'est aussi toutes les questions informatiques, donc ça c'est un volet aussi complètement à part, on va dire. Puis enfin, la quatrième thématique qui est vraiment d'actualité, c'est la thématique environnement et durabilité, où là, on a vraiment aussi maintenant des spécialistes qui traitent les questions de protection contre le bruit, de gestion efficace de l'évacuation des eaux de chaussée, ou encore de prise en compte de matériaux recyclés, par exemple, dans nos projets. Ouais, donc c'est vraiment varié, il y a beaucoup de choses qui se passent au sein de ce service. C'est ça, puis c'est ce qui me passionne au quotidien, ouais. Déjà, merci beaucoup d'être venu aussi en tant qu'organisation publique. Parce que c'est vrai que sur le podcast jusqu'à maintenant, on a beaucoup eu soit des privés, soit des anciennes, des compagnies ferroviaires ou des choses comme ça. Mais ça fait plaisir d'avoir des services comme le tien qui s'ouvrent un petit peu à communiquer avec nous. Merci. Et puis, avant d'aller un peu plus dans le détail dans l'interview, est-ce que tu peux nous indiquer ce que c'est de planifier et gérer des infrastructures pour une entité comme l'État du Valais? Il faut savoir que l'essentiel du réseau routier cantonal est construit aujourd'hui. On va dire peut-être à 98%, le réseau est figé. Maintenant, il s'agit de le pérenniser, de l'adapter et en fait de prendre en compte aussi les besoins actuels de la société. Typiquement, c'est une thématique que je vais reprendre régulièrement parce que c'est au cœur du sujet aujourd'hui, c'est tout ce qui est mobilité douce. On a une infrastructure en Valais qui est très peu adaptée à la mobilité douce. Donc là-dessus, on doit aussi travailler. On a toute la partie où on doit adapter aussi notre réseau pour les personnes à mobilité réduite. Toutes ces réflexions-là sont faites au sein de la section que je conduis. Ouais. C'est vrai que pour des mandataires, souvent le projet, il va jusqu'à la livraison, on va dire, du projet, du bébé, on va dire. Et puis pour vous, vous en héritez. Alors, même si vous êtes impliqué avant dans l'idée du projet, etc. Mais c'est à partir de là que ça devient, on va dire, la grosse question. C'est un petit peu différent de voir comment c'est perçu de votre côté.
Et puis, comment est-ce que ces infrastructures, elles sont liées à la gestion ou l'aménagement du territoire pour toi? Comment ces deux éléments travaillent? Le problème, c'est que ça a longtemps été plutôt délié et chacun travaillait un peu dans son coin. Puis pour nous, aujourd'hui, en fait, la réalité, c'est qu'on essaie d'agir plutôt sur les causes de la maladie, à savoir une mauvaise planification territoriale, bien souvent, plutôt que de traiter finalement que les symptômes, que sont les bouchons dans les villes ou de mettre en place de nouveaux contournements de localité, par exemple. Donc ça, c'est hyper important. Et là, on travaille en collaboration maintenant de plus en plus étroite avec les communes aussi pour les sensibiliser à cette problématique. Je pense toujours à des exemples de routes de contournement qui ont été faites à l'époque pour contourner des villes, au milieu de champs de pommes de terre à peu près. Et puis aujourd'hui, il y a d'énormes zones industrielles qui sont construites autour. Et puis certains nous demandent de contourner la route de contournement, quoi. Donc on peut plus travailler comme ça. Puis on a prouvé les décennies passées. On a un adage chez les ingénieurs civils, c'est qui sème des routes récolte du trafic. Chaque fois qu'on a planté une route dans le décor, on a eu une augmentation du trafic après coup, bien souvent liée à finalement une planification territoriale qui était découplée des infrastructures de mobilité. Justement, si on se recentre sur ces infrastructures, quel est le rôle qu'elles doivent jouer pour le canton? Le Valais, on a une spécificité, c'est qu'on a une topographie qui est très compliquée. Hein. On a une forme de canton en arête de poisson, comme on dit, avec la plaine qui fait cette colonne vertébrale et puis toutes ces vallées latérales finalement. Donc le but, nous, c'est de relier ces vallées latérales à la plaine, respectivement la plaine au canton limitrophe, respectivement, comme on a un canton périphérique aussi à l'Italie et à la France. Ouais, donc c'est vraiment de créer ces canaux de communication, on va dire, entre aussi les gens qui vont être vraiment en hauteur. Notre job, c'est de favoriser la mobilité dans le canton. Ouais. Et puis là, il y a peut-être justement plusieurs moyens de communication qui existent dans le canton. Il y a la route, mais aussi les télécabines, tout ça. Est-ce que ces éléments doivent se superposer ou est-ce que justement c'est complémentaire? Alors on cherche à complémentariser effectivement. Pendant des années, on était plutôt, on avait une tendance à opposer les modes de déplacement entre eux plutôt qu'à les complémentariser. On aime à dire qu'un automobiliste, c'est un piéton aussi, puis ça peut être aussi un cycliste, quoi. Donc, quand on sort du vent de notre mère, on sort pas avec des roues, on sort avec des pieds, quoi. Donc, opposer, ça a vite ses limites. On a un exemple là, tout récent avec cet effondrement du tunnel de la Tsuma, d'ailleurs qui va être réouvert demain. Et là, on a bien été content d'avoir un téléphérique à disposition quand on n'arrivait plus à accéder au village du Haut, quoi. Alors, pour information, on tourne cet épisode du coup au mois de juin. Okay. Donc, il sortira normalement cet automne. Ouais. Donc, d'ici là, il sera largement réouvert. Ouais, c'est pas grave. mais ça marche. Non, c'est juste pour clarifier pour nos auditeurs. Si on revient sur ton service, il y a quelques temps, un peu les services internes ont été réorganisés. Est-ce que tu peux nous expliquer la situation avant cette réorganisation, puis ce qui a motivé justement cette transformation? Volontiers. Donc, à l'époque, quand je dis à l'époque, c'était avant 2017, notre service ne s'appelait pas le service de la mobilité, c'était le service des routes, transports et cours d'eau. Donc, ça veut dire qu'on avait un service qui traitait à la fois du réseau routier, à la fois de la partie géologie. On avait le géologue cantonal qui était rattaché au service, et à la partie aussi cours d'eau. On appuyait les communes dans la gestion des cours d'eau, ainsi que le projet de la 3e correction du Rhône. Tout était rattaché dans un méga service, avec finalement des cœurs de métier assez différents, même s'ils sont complémentaires. Et c'est vrai qu'en 2017, on a eu aussi la demande d'avoir une vraie vision de la mobilité pour le Conseil d'État. Et c'est posé cette réflexion finalement de faire un service qui traite vraiment tous les types de mobilité dans un service. Respectivement, les dangers naturels devraient sortir et se mettre tous ensemble aussi. Puis aujourd'hui, depuis 2017, on a ce qu'on appelle le service de la mobilité. Et on a sorti tout ce qui est géologie, cours d'eau. Et eux se sont vraiment remis tous ensemble
pour faire un vrai service des dangers naturels qui fait de la gestion intégrée du risque, avec qui on collabore tous les jours, puisque finalement, on a des éboulements réguliers, des laves torrentielles, on a des avalanches qui traversent nos routes. Donc, on collabore toujours de manière très étroite, mais on est deux services distincts aujourd'hui, alors qu'à l'époque, on a eu un peu un mix lié à l'histoire, finalement. Des réorganisations, souvent, c'est pour s'aligner, on va dire, à une stratégie ou à des objectifs, défis ou besoins particuliers. Comment est-ce que ces objectifs ont été définis, on va dire, avant la transformation? Et puis, comment vous avez adapté justement le service ou organisé le service en conséquence? Alors, comme j'ai dit, il y avait vraiment cette volonté de mettre toute la réflexion autour de la mobilité dans un service, respectivement de faire un vrai service de gestion intégrée des risques d'un côté. Donc ça, c'est le point de départ. Nous, au sein du service de la mobilité, il y a eu, j'aurais envie de dire, il y a eu énormément et peu de réorganisation en même temps. C'est-à-dire, les sections, les arrondissements qui existaient sont demeurés. La section que je conduis est une nouvelle section. À l'époque, on appelait ça de manière un peu vague les services centraux, mais sans qu'il y ait vraiment une vraie interaction entre les entités. Aujourd'hui, on a fait vraiment une section avec ces 4 cellules que j'ai définies au départ, que ce soit la gestion de projets routiers, les ouvrages d'art, etc. Mais c'est vraiment une entité ensemble qui travaille dans la planification. À côté, on a dû faire des réorganisations aussi internes, que ce soit du côté de la logistique, parce que la logistique évolue aussi. Voilà, c'est toutes des réorganisations qui ont eu lieu depuis 2017 et qui continuent aujourd'hui, qui ne sont pas terminées aujourd'hui. On a eu des modifications de base légale qui nous a forcé aussi à nous poser d'autres questions. Typiquement, engager des spécialistes de mobilité douce, il n'y en avait pas à l'époque. C'était les ingénieurs qui faisaient du projet routier, qui faisaient un peu de mobilité douce, mais vraiment de manière très light, on va dire, alors qu'aujourd'hui, on a une base légale qui nous oblige à construire, à préparer, enfin à planifier, puis ensuite à mettre en œuvre un vrai réseau de mobilité douce quotidienne. Ouais. Pour cette nouvelle organisation, comment vous avez imaginé ce design organisationnel? Justement, il y avait ces besoins, on va dire, ou ces services déjà existants. Et puis, est-ce qu'il y a eu d'autres éléments peut-être qui ont conduit à cette forme d'organisation avec 4 services, des services peut-être transverses, etc. Alors après, ça a été aussi... on n'arrive pas à réorganiser un service en un claquement de doigts comme ça. Ça s'est fait aussi par opportunité. Ça s'est fait en fonction, justement, comme j'ai dit, de certaines modifications de base légale. Typiquement, quand on a une base légale pour faire de la mobilité douce, on a pu aussi commencer à engager du personnel en lien avec la mobilité douce. Les questions environnementales devenaient de plus en plus complexes à traiter, donc il nous fallait des spécialistes dans les questions environnementales. Donc on a pu aussi engager ces personnes-là et organiser des structures spécifiques là-dedans. Et aujourd'hui, c'est pas terminé. Par exemple, je pense à toutes les questions d'électromécanique qui deviennent de plus en plus pointues en lien avec les tunnels. Là aussi, on vient de pour engager quelqu'un qui est vraiment spécialisés là-dedans, plutôt que ce soit des ingénieurs civils qui rament, on va dire, à parler d'électromécanique, qui n'est pas notre cœur de métier au final, quoi. Donc, on doit évoluer avec, finalement, avec les technologies puis avec les enjeux actuels, quoi. Ouais, c'est cette spécialisation, on va dire, des cœurs de métier qui a fait que vous avez eu des besoins puis vous êtes structuré autour de ces besoins, quoi. Mais toujours avec l'idée que c'est un service qui traite de la mobilité dans sa globalité. Ouais. Tout le monde a le même objectif final, quoi. Ouais. Et puis, pour cette transformation, est-ce que vous avez été aidé? Comment ça s'est passé, on va dire, au niveau du changement dans cette transformation? Alors oui, on s'est appuyé, bien sûr, sur des ressources, des compétences de spécialistes à l'interne, mais aussi des consultants externes qui ont accompagné. Également qui sont entretenus avec la partie du personnel qui allait être sorti du service à l'époque pour partir finalement dans un autre service. Donc il y a eu un travail d'accompagnement, bien sûr. C'est pas toujours des périodes très faciles non plus pour le personnel quand on leur dit qu'ils vont quitter certains collègues, quoi, on va dire. Nous, on a eu l'occasion justement de se rencontrer lors d'une formation en gestion du changement. Comment est-ce que toi, tu t'es intéressé à cette thématique? C'est venu un petit peu après, du coup, c'est cette transformation. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à ça? Puis finalement, pourquoi c'est devenu important pour ton service ou ton travail? On a eu les grandes impulsions de tous ces changements dans notre service sont venues vraiment avec l'arrivée en 2015 de notre chef de service actuel, Vincent Pellissier,
qui lui avait la particularité d'avoir travaillé à l'École Polytechnique Fédérale pendant des années, d'avoir aussi géré un bureau privé pendant des années, c'était un vrai entrepreneur. Et puis il a voulu donner aussi cette touche d'entrepreneur dans notre service, et y compris moderniser un service qui était quand même un vrai service des routes, quoi. À devenir un vrai service de la mobilité où on pense de manière vraiment globale, où on travaille sur la qualité plutôt que toujours la quantité aussi. Donc il y a eu beaucoup de changements, là, comme je l'expliquais précédemment, à l'interne du service. Puis finalement, quand j'ai été promu à la direction de cette section infra, je me suis dit, il faudrait que je m'outille aussi, que j'arrive à m'armer un peu pour faire face à tous ces changements qui intervenaient, puis que je voyais arriver encore dans la suite, quoi. Et c'est comme ça que j'avais commencé un module du CAS il y a 2 ans en arrière. Puis ce module m'avait bien plu. Puis l'année suivante, je me suis inscrit pour la totalité du CAS. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça se fait pas tout seul, ces changements en général. Et puis, il y a quand même des bonnes pratiques. Est-ce que tu as un conseil ou un tip à donner pour des gens qui auraient un changement de grande ampleur pour leur entreprise ou leur organisation, leur service, etc.? Je dirais une chose, il faut pas avoir peur du changement, parce que dans tous les cas, celui qui a peur du changement, au final, il aura et la peur et le changement. Donc autant tout de suite, dès le départ, se poser la question, finalement, comment faire pour que j'arrive à m'intégrer au mieux à ce changement qui va de toute façon intervenir, avoir plutôt cette vision-là. Et puis moi, dans mon cas, c'était aussi de me structurer. Au début, on était dans ma section, on était 20. C'était moi qui gérais directement en live les 20 personnes. Je devais leur faire passer les entretiens annuels aux 20. C'était vraiment épuisant de travailler comme ça. Puis rapidement, on a réorganisé avec 4 cellules, 4 chefs de cellules qui, eux, gèrent chacun leur cellule. Et moi, je suis plutôt en live directement avec les chefs de cellule, même si ma porte est en général toujours ouverte à tout le monde. Mais voilà, comme ça, moi, j'ai pu aussi prendre un peu de recul et puis sortir le nez de tout le temps d'être dans l'opérationnel pour pouvoir aussi me consacrer finalement sur l'accompagnement du changement, quoi. Ouais, donc vraiment relever la tête, s'appuyer aussi sur des personnes, déléguer un petit peu et puis finalement avoir ces relais qui aident à mettre en place des changements, quoi. Exactement. Et puis, vous avez mis en place cette nouvelle organisation depuis un certain temps. Comment vous évaluez en fait le succès de ce changement? Disons qu'on a, on a des exemples maintenant qui deviennent de plus en plus parlants avec cette nouvelle loi sur la mobilité douce quotidienne. On a dû développer une stratégie de la mobilité douce quotidienne. C'est la stratégie de mobilité 2040 pour la mobilité douce. Cet outil a été validé par le Conseil d'État. Aujourd'hui, on travaille de manière vraiment très active avec les communes pour vraiment planifier en vue de réaliser un futur réseau de mobilité douce quotidienne. L'objectif, selon la loi fédérale, c'est que pour 2042, ce réseau soit terminé. Et 2042, réellement, c'est demain, hein, donc on n'a pas beaucoup d'avance. Mais ça, c'est un premier pas, on va dire, dans la bonne direction, on va dire, de ce changement de stratégie et de philosophie qui a été impulsé il y a déjà bientôt 7-8 ans en arrière. Puis la deuxième chose, c'est aussi toute cette partie environnement, durabilité, où on veut mettre de la qualité, on veut vraiment mettre de la qualité dans nos projets, plus de qualité, plus de respect de l'environnement. Des choses toutes bêtes, on a réussi à faire passer à nos cantonniers, à nos voyers aussi, cette idée de dire, pendant qu'il y a toute une période de forte biodiversité sur les bas-côtés des routes, allez pas faucher à ras, parce que vous tuez toute cette biodiversité, on décale dans le temps ce genre de choses-là. Puis les gens, quand on leur explique, on prend le temps de les accompagner avec un biologiste, et ça, on arrive à intégrer finalement des changements qui ont l'air un peu tout basiques à la base, mais si le canton n'a pas un rôle d'exemplarité, enfin s'il ne joue pas son rôle d'exemplarité, comment on veut que les autres aussi participent finalement à ces changements, quoi. Pour poursuivre justement dans le thème du changement, en 2018, le Conseil d'État du Valais, il a validé en fait le concept cantonal de mobilité 2040. Ce concept, il aborde pas mal d'aspects sur la mobilité du canton en prenant en compte les contraintes spécifiques, etc. Est-ce que tu peux justement peut-être nous parler des éléments forts de ce concept de mobilité? Alors, je l'ai un peu abordé précédemment, mais
nous, les enjeux qui sont là derrière, en fait, c'est de prendre en compte les défis à venir. Vu que c'est une vision à 20 ans, déjà, c'est d'assurer le maintien, pérenniser la substance de notre infrastructure. On a quand même 1640 km de route à gérer aujourd'hui. On a dit 2400 ouvrages d'art. C'est intégrer ces changements sociétaux. On a une société qui veut bouger autrement. On a des sensibilités qui sont différentes aussi. On veut intégrer les personnes à mobilité réduite, on doit intégrer les personnes à mobilité réduite. Et puis finalement, c'est aussi de planifier de manière un peu plus intelligente et de manière plus coordonnée, on va dire, ces projets, parce que finalement, on est toujours à l'interface avec les communes. Donc, c'est vraiment planifié de manière plus intelligente. On développe de plus en plus de formes de concours au travers de mandats d'études parallèles où on réfléchit vraiment multidisciplinaire. On met des architectes, des ingénieurs, des éclairagistes ensemble pour réfléchir quand on fait une requalification d'une traversée de localité, plutôt que de juste travailler avec l'ingénieur civil qui va nous faire 2 trottoirs ligne droite et puis sans vraiment de plus-value. On essaie de lutter aussi contre les îlots de chaleur. On a cette problématique-là dans nos localités aussi. Redonner de la végétation. Vraiment travailler dans le sens des enjeux sociétaux actuels, quoi. Et puis, justement, ce conseil de mobilité, comme tu as dit, il indique un petit peu les particularités de l'état du Valais. Les types de mobilité qui existent, les contraintes, etc. Est-ce que tu peux nous faire un rappel, même si tu as déjà abordé certains sujets, des grosses spécificités du canton du Valais qu'on ne pourrait pas retrouver, par exemple, dans le canton de Vaud, ici, où on est basé, ou comme ça? Bon, on a un canton 100% alpin. On a une topographie qui est quand même très compliquée. Nos routes cantonales, elles partent de la plaine à peu près à 500 mètres d'altitude. Elles terminent à 2400 mètres pour celles qui vont le plus haut. Elles franchissent des cols. Elles relient le canton à d'autres cantons, même aux pays limitrophes. Et finalement, tout ça fait que on dit le canton du Valais, c'est un canton alpin, un canton, voilà. Mais réellement, le 75% de la population habite en plaine. Alors qu'à peu près 80% des investissements se font sur les routes de montagne. Il faut juste faire un ratio aussi pour quand même se rendre compte de ce qu'on fait. Et ce 75% de la population, on a à peu près encore le 70% de ces gens-là qui vivent à moins d'1 kilomètre d'une gare. Donc, on doit aussi prendre conscience que le canton du Valais n'est pas qu'un canton alpin, c'est aussi un canton urbain, je veux presque dire comme les autres cantons finalement, malgré cette spécificité de sa topographie assez complexe. Ouais. Et puis, par contre, il y a quand même une grosse partie de l'activité économique qui se passe, enfin en tout cas pour les externes au canton, qui se passe, on va dire, sur les stations, en montagne, etc. Donc là, il y a quand même une partie de ce réseau qui doit être maintenue avec les difficultés que ça a, peut-être peu d'utilisation hors saison, mais un intérêt, on va dire, particulier. Comment, dans le concept de mobilité, justement, cet élément-là, il est retranscrit? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté-là? Les moyens temps financiers que humains sont limités. Nous, on ne peut pas, que ce soit nous au sein de l'administration, que ce soit nos mandataires, on ne peut pas élargir plus que tant, on va dire, ces compétences, ces ressources humaines. Les ressources financières, c'est pareil. On a un patrimoine, ce réseau routier cantonal, 1600 km, on l'évalue à peu près à une valeur de 7 milliards de francs. Donc si on met 1,5%, 2% par année dans l'entretien, il nous faudrait à peu près en gros 150 millions de francs par année injectés dans les routes. On est toujours en dessous de ça. Donc on sous-investit depuis des années, ça veut dire que notre réseau se dégrade. Donc on peut pas... On doit prendre en compte qu'on ne peut pas travailler finalement que sur la base des ressources financières pour essayer de retirer en haut le réseau, ça, c'est impossible. Donc l'idée, c'est aussi de se poser la question de dire on ne peut plus entretenir ce réseau comme on l'a fait pendant des années, c'est-à-dire partout de la même façon. Les routes où il y a très peu de personnes, peut-être qu'on ne les déneigera plus de la même façon que les routes où il y a beaucoup de gens. Il y a peut-être des routes qui seront fermées certaines périodes de l'année qui n'étaient pas fermées ou qui resteront fermées plus longtemps après des intempéries que juste quelques heures ou quelques jours, quoi. Ça, on doit être conscient parce qu'on ne peut plus investir partout en même temps et de la même façon. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, on a quand même cette particularité d'avoir un réseau qui n'est pas totalement conforme finalement à ce que nous demande la loi sur les routes, qui est vraiment notre Bible, on va dire, des routes cantonales, où on doit vraiment se reposer la question, est-ce que toutes ces routes ont vocation à rester cantonales ?
On a des exemples de routes qui mènent à peu près nulle part, au fond d'une forêt. Une route cantonale qui mène à un alpage. Est-ce que c'est vraiment le canton qui a vocation à desservir des alpages à 2000 mètres d'altitude? Donc, non, au sens de la loi sur les routes, certaines routes n'ont plus à être dans le réseau cantonal. Donc, on doit poser des questions qui font parfois un peu mal. Après, c'est des choix politiques. Si on se projette un petit peu, justement, peut-être encore plus loin que ce 2040, 2050, 2060, disons dans 50 ans, comment est-ce que tu vois la mobilité d'ici là, si tu as déjà une idée? Je vais faire un peu d'humour là. Nous, on essaie déjà de regarder à 2040 ce que ça peut donner, avec quand même pas mal d'inconnus au vu de la vitesse des transformations aujourd'hui, que ce soit au travers de la digitalisation ou pas. Donc 2050, pour moi, c'est encore vraiment c'est un gros point d'interrogation. Je vais pas tellement m'aventurer sur un terrain pareil, quoi. Mais suivre, on va dire, les évolutions sociétales. Ça, c'est clair. Ça restera toujours. On peut pas ne pas suivre les évolutions sociétales, c'est clair. Et puis, alors là, peut-être qu'on dévie un peu, mais le concept de mobilité, est-ce qu'il a vocation à être revu, je sais pas? Oui, tous les 8 ans. Ok. Donc, effectivement, il date de 2000. Donc, on l'a mis en route en 2017. Il a été validé en avril 2018. Donc, dès l'année prochaine, on va le revoir. Pourquoi? Parce qu'entre deux, il y a eu pas mal de modifications de base légale. Il y a eu cette nouvelle loi sur la mobilité douce, la loi sur les transports publics. Les deux ont fusionné ensemble et ont donné une nouvelle base légale. On est en train de faire un toilettage de la loi sur les routes aussi, qui date de 1965. Donc voilà, toutes ces répercussions-là, on doit les intégrer dans le nouveau concept cantonal de la mobilité 2040. La stratégie qu'on a développée pour la mobilité douce, on va devoir l'inclure aussi dans la nouvelle version du concept cantonal de la mobilité 2040. Donc oui, il est revu tous les 8 ans. Puis là, l'année prochaine, on aura encore du travail, effectivement, pour le refondre. Ouais. Et puis sur justement cette stratégie mobilité douce, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi ça parle? Et puis comment les gens y vont accueillir, enfin pas forcément l'accueil du public, mais comment ça va se traduire pour l'utilisateur final? Donc jusqu'à aujourd'hui, nous on avait vraiment la loi sur les routes qui disait on doit construire un axe cyclable cantonal qui rejoint en gros plus ou moins Gletsch à Saint-Gingolph, si on veut bien. Donc voilà, mais ça disait pas plus que ça. Et c'est vrai qu'on se cachait un peu là-dessus, avec aussi l'ancien service, où on disait, nous, on a cette mission-là, puis elle s'arrête plus ou moins à ça. Et puis, de nouveau, si on veut suivre les attentes de la société actuelle, ça suffisait plus. Donc, il y a cette stratégie mobilité douce qui s'est développée et qui s'est traduite aussi au travers d'abord d'une modification d'une base légale, et où on a dit que le canton s'occuperait de la mobilité douce quotidienne et les communes de la mobilité douce de loisirs. Et cette stratégie, finalement, inclut cette thématique. Et nous, on a comme vocation, finalement, de mettre en œuvre, de vraiment planifier, puis ensuite de réaliser un vrai réseau. Comme on a un réseau des routes cantonales, on aura un réseau de mobilité douce cantonale. Alors, parfois, ça sera sur des routes cantonales, parfois, ce sera sur des routes communales. Ça dépendra. Et puis, c'est pour ça qu'on travaille de manière très, très, très étroite avec les communes pour développer ces réseaux. Et globalement, on doit dire qu'en tout cas, maintenant, les premiers échanges qu'on a eus sont très satisfaisants, et du côté des communes et de notre côté. Puis ça permettra aussi d'avoir cette vision d'ensemble que peut-être les communes ne peuvent pas avoir avec justement une aide, ou je ne sais pas si c'est un pilotage, comment est le lien, mais en tout cas une vision du canton qui est redistribuée aux communes, etc. Ça. Ouais. Alors aujourd'hui, il faut être conscient, on a trois postes et des poussières à peu près qui sont vraiment dévolus purement à la mobilité douce. On va certainement, dans un avenir proche, essayer d'obtenir encore des postes supplémentaires pour vraiment après passer de la stratégie à l'opérationnel. Du moment qu'on crée ou qu'on construit un réseau de mobilité douce, il faudra des cantonniers qui fassent aussi de l'entretien de la mobilité douce. Il faudra aussi des gens qui inspectent les ouvrages qui sont liés à la mobilité douce. Si on en a 2400 que pour les routes cantonales, puis qu'on en rajoute encore d'autres nouveaux pour la mobilité douce, il faudra aussi les intégrer là-dedans. Donc ouais. Il y a tout ce qui va avec en termes de ressources qui est finalement toujours au cœur de nos réflexions, quoi. Et puis, on sait que le Valais a un canton magnifique, ensoleillé. Si je pense à ma belle-sœur, beaucoup plus ensoleillé que la Broye où j'habite. Notamment, il a un charme indéniable pour ses paysages. Enfin,
Mais il a également cette topographie dont tu nous as parlé un peu avant qui rend les choses délicates au niveau des échanges. Puis il y a des sollicitations climatiques. Il fait aussi chaud qu'en plaine en été, et puis il fait bien plus froid plus longtemps, on va dire, en hiver. Comment est-ce que tous ces éléments, en fait, ils impactent les infrastructures? Si on prend, on a entendu les intempéries de novembre-décembre 2023, on a eu à peu près pour 15 millions de dégâts sur les infrastructures cantonales. 15 millions de dégâts, c'est plus du 10% finalement de notre budget dévolu aux routes cantonales. Donc quand on a ça en fin d'année, ça se répercute, les travaux se répercuteront sur l'année suivante. Ça veut dire certainement un décalage de nombre de projets qui étaient prévus parce qu'on doit d'abord sécuriser ce genre de dégâts. Donc, on voit un accroissement clair, finalement, du nombre d'intempéries, finalement aussi du coût lié aux dégâts. À l'époque, on avoisinait, il y a une dizaine d'années, on était plutôt dans l'ordre de 4-5 millions, on est monté à 8 millions, et puis cette année, on a d'un coup fait un saut à 15 millions en termes de dégâts. Donc, nous, en tout cas, on se rend compte sur le terrain, effectivement, ce changement climatique, ce changement au niveau du climat, pour nous, c'est plus un débat, on le constate, c'est clair. Après, on a cette problématique aussi du cycle de gel-dégel, qui fragilise beaucoup nos versants de montagne, avec ce que vous avez pu voir, que ce soit en termes de l'éboulement du tunnel de l'Atsuma, respectivement des galeries d'Anivier. Donc, nous, c'est devenu notre quotidien, quoi. Si celui qui dort mal avec ça, peut-être qu'il ne pourra pas rester longtemps à travailler dans ce métier-là. C'est notre quotidien, effectivement, ouais. Et puis, tu as abordé un petit peu justement le changement climatique. Comment est-ce que ton service, justement, il prévoit d'y faire face par rapport à ce qu'il doit gérer comme infrastructure? Est-ce qu'il y a des pistes? C'est là où nous, on collabore de manière très étroite avec le service des dangers naturels. C'est vraiment le service avec qui on a pratiquement le plus de contacts au quotidien. C'est vraiment eux aussi qui, dès qu'il y a des gros événements au niveau météo, c'est eux qui nous informent, attention, ici, il va se passer quelque chose, tu vas avoir de la casse. Et ça nous permet de nous préparer aussi un peu mieux, on va dire, sur le terrain. Mais après, nous, en termes de lutte là contre, on doit rester modeste, quoi. La nature aura toujours le dernier mot, quoi. Mais peut-être dans la planification peut-être des nouveaux réseaux, etc., il y a peut-être des choses qui peuvent être... il y a peu de nouveaux réseaux. Donc, nous, on doit faire finalement avec les routes là où elles sont, Ouais. quoi. Après, c'est d'éviter de mettre de la population à des endroits où il ne faut pas. Ça nous arrive quand même assez régulièrement de devoir faire des évacuations de hameaux, de fonds de vallée, là où on sait qu'il va y avoir une grosse avalanche ou des éboulements. Mais nous, l'idée aujourd'hui, finalement, face aux dangers naturels, c'est plus tellement de faire de nouveau des énormes tunnels qui coûtent très cher dans la montagne, c'est plus de dire on emploie les technologies aujourd'hui qui existent, à savoir on a des façons de détecter les événements, par exemple les éboulements avec des radars Doppler qui sont très pointus, qui envoient un message à des feux de circulation et qui ferment le tronçon routier, on laisse passer l'événement et ensuite, en quelques heures, quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, selon l'intensité de l'événement, on peut redonner la route finalement à la population valaisanne. On travaille plutôt comme ça parce que, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il faut quand même se rendre compte que tous ces grands projets d'infrastructure, quand on les construit, un nouveau tunnel, une nouvelle route de contournement, on ne reçoit jamais ensuite de l'argent pour l'entretenir, jamais. Donc, on a toujours un budget qui est plus ou moins, qui fluctue plus ou moins d'une année à l'autre, mais il ne va jamais en augmentant progressivement en fonction du nombre de nouveaux projets routiers ou d'infrastructures qui coûtent cher. Donc, du point de vue, en tout cas, investissement, on peut dire que les dernières décennies, on n'a pas du tout été durable en matière d'investissement et de projets d'infrastructures. Et aujourd'hui, on se doit d'être beaucoup plus durable aussi dans notre façon de penser les infrastructures. Et puis, justement, avec ces changements d'habitude, de mobilité, de l'évolution sociétale, etc., comment ils sont revus, ces grands projets d'infrastructure, peut-être qui avaient été imaginés il y a plusieurs décennies? Jusqu'à il y a pas très longtemps, finalement, c'est vrai que les projets de génie civil, d'infrastructure, c'était souvent
du moment qu'on a l'autorisation de construire, quoi qu'il arrive, on va jusqu'au bout. Puis après, on justifiera pourquoi il coûte le double de ce qui était prévu au départ. C'était un peu toujours cette philosophie-là. Alors, bien souvent, c'était parfaitement justifié parce que entre deux, il y avait des conditions géologiques particulières, il y a eu des changements normatifs, législatifs et autres. Mais aujourd'hui, nos dirigeants ont aussi pris conscience finalement que parfois on a le droit de dire non à un projet qui a été développé il y a 20 ou 30 ans en arrière parce que on n'arrive plus pour des questions de territoire, pour des questions environnementales, pour des questions de place, pour des questions d'acceptation auprès de la population. On n'arrive plus à faire passer ces projets. Je pense à une route de contournement dans un magnifique coteau de vigne. Ça devient excessivement compliqué aujourd'hui à faire passer un projet comme ça. Et on a retiré toute une série de grands projets de contournement, gelé d'autres ou revus à la baisse les projets. Donc ça, oui, c'est quelque chose aujourd'hui, on ne fait plus un projet qui se développe sur 10, 15, 20 ans sans passer par des revues de projets, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est une habitude, un peu, si on prend l'informatique ou ce genre de domaine, la technologie, c'est que finalement, chaque projet est lancé au début avec une idée, une intention, un objectif. Puis finalement, assez facilement, si on voit après quelques temps que soit la tendance, elle a évolué, soit que les nouveaux comptages qu'on a fait, les nouvelles estimations qu'on a fait, elles justifient plus le projet, on le tue. Puis c'est même, pour certaines entreprises, je ne vais pas dire une fierté, mais de dire on a été suffisamment courageux ou on a été suffisamment visionnaire pour dire ça avait plus de sens. Alors que des fois, on a des projets qu'on sort des tiroirs, ça fait 50 ans qu'on en parle, puis on arrive avec le projet à la fin qui est plus du tout adapté, on va dire, à la société actuelle. C'est ça, c'est exactement ça. Et nous, c'est vrai que ces projets qui sont dans les tiroirs, on va dire qu'on n'en a quasiment plus aujourd'hui, c'est terminé, quoi. Ça a eu existé, mais aujourd'hui, non, c'est terminé. C'est vraiment des projets, de toute façon, si on les ressort dans les tiroirs avec l'évolution normative et juridique, c'est juste impossible sans refaire une revue, mais complète du projet, quoi. Ouais. C'est une belle tendance. C'est bien si on arrive aussi un petit peu à aller dans ce sens-là. Bien sûr, ouais, c'est clair. On arrive gentiment à la partie finale de cette interview, déjà. Si tu étais à notre place, justement, quelle serait la question que tu te poserais à laquelle on n'a pas pensé ? C'est vrai que tu m'as demandé au début de me présenter qu'est-ce que je faisais, mais j'ai pas dit, ça fait quand même 18 ans que je suis au service de la mobilité, donc j'ai vu déjà 3 chefs de service, j'ai vu toute l'évolution finalement du service des routes et cours d'eau, comme il s'appelait, au service des routes, transports et cours d'eau, au service de la mobilité, j'ai vu toute cette évolution. Et finalement, la question que tu aurais pu me poser, c'est comment tu tiens encore le coup 18 ans après dans ce service, quoi. Et puis là, je dois dire, je me rends compte que tous ces changements, en fait, c'est super motivant pour moi. Il y a certainement celui qui a peur du changement, puis il y a celui que le changement motive. Et moi, j'aime cette façon, on va dire, d'évoluer. Je dois dire qu'on a aussi des collègues qui sont vraiment incroyablement top, quoi. Donc tout ça fait que avec toute cette diversité de projets, de thématiques qui vient, c'est une motivation au quotidien. Moi, c'est pas un souci de me lever le matin pour aller au travail, quoi. Non, mais je pense aussi que clairement, quand tu fais partie un petit peu de l'entreprise qui initie des projets, les réflexions, etc., c'est toujours passionnant de voir comment on peut transformer un petit peu le quotidien des gens. Donc, c'est aussi un apport à la société. On a, mine de rien, on a un grand pouvoir d'influence finalement sur cette thématique de la mobilité parce qu'on a un gros vecteur d'idées finalement. Et puis de vraiment se re-questionner par rapport à ce qu'attend la population en permanence, c'est aussi stimulant, ouais. Du coup, maintenant, est-ce que tu as des recommandations pour nos auditeurs, maintenant qu'on a discuté de tous ces sujets, je ne sais pas, de documents, de chaînes YouTube, de livres, d'expositions, n'importe quoi que tu aimerais leur faire découvrir ? Comme ça, non. Mais ça me fait penser, récemment, j'ai été suivre une conférence du professeur René Prêtre, le fameux cardiologue qui a opéré plusieurs milliers d'enfants. Et j'ai adoré en fait cette conférence parce que c'était un soir après une journée qui était un peu pénible, je dois dire. Et j'ai été suivre cette conférence et puis quand il expliquait finalement son job au quotidien, à savoir qu'il pouvait être appelé nuit et jour n'importe quand parce qu'il y avait une urgence et puis on relativise quand même pas mal après nos petits problèmes, on va dire. Et j'ai particulièrement aimé quand il a expliqué en disant il faut toujours être humble dans nos choix, humble par rapport à nos décisions.
Et c'est vrai que nous, comme on l'a dit, on a cette possibilité de pouvoir faire bouger les choses, de pouvoir, mais il faut rester quand même assez humble et puis pas croire qu'on a toujours la science infuse et puis rester à l'écoute finalement de la population, parce que c'est elle qui gouverne, c'est pas nous qui gouvernons. Justement, cette humilité, peut-être, ça va faire la liaison avec notre prochaine question. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une conversation constructive, justement? Avoir l'envie de construire quelque chose avec l'autre, ouais. Voilà. Merci beaucoup, Eric, pour cette conversation. Avec plaisir, merci à toi, Sven. Et puis, merci d'être venu ici à Lausanne, dans les locaux d'MG Berger qui nous accueillent pour ce podcast. Et puis, à bientôt. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode avec Eric Duc de l'État du Valais. On le remercie pour cette conversation plus que constructive et on espère que ça vous a plu. La mobilité est un sujet central pour la société et le service de la mobilité du Valais a su se renouveler et revoir son organisation afin de mieux servir ses objectifs et répondre aux besoins actuels et futurs de sa population. On retient que lors de changements organisationnels, il ne faut pas hésiter à se faire aider, mais également qu'il ne faut pas avoir peur du changement, sous peine d'avoir et la peur et le changement. On a pu s'apercevoir qu'il était nécessaire de réfléchir de manière systémique et de ne pas délier les problématiques d'aménagement du territoire des réflexions et actions de mobilité. Finalement, l'État du Valais dispose d'un grand patrimoine d'infrastructures et il sort déjà au défi de trouver les ressources nécessaires à son maintien, sans parler des nouveaux projets en cours. Il est conscient que des projets réfléchis pour des problématiques anciennes doivent être revus et parfois avoir le courage d'en stopper au profit de solutions plus adaptées à notre situation actuelle. Mais heureusement, le canton voit loin et s'est doté d'une stratégie à l'horizon 2040 et prévoit ainsi de profiter de la complémentarité des divers modes de déplacement présents au Valais. On espère que vous avez apprécié ce nouveau format. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à partager et commenter l'épisode sur les réseaux sociaux. Sur ce, à bientôt!